nous sommes dans Dominion, nous sommes dans le Dominion Mandate, donc j'ai plutôt développé l'aspect, comment je vais dire ça? Comment est-ce qu'on peut identifier l'éducation comme un secteur d'activité qui, au-delà de ce qu'on a comme travail, peut nous permettre d'impacter le monde et gagner les âmes au Christ. Donc, voilà l'orientation que j'ai prise pour la formation, mais ça n'empêche pas que si vous avez des questions particulières pour l'éducation spécifique des enfants, on pourra en discuter pendant la session des échanges. Donc, sur ce, je vais partager mon écran. J'espère que vous voyez et que vous m'entendez. Oui, oui, c'est parfait. OK. Donc, je devais faire une communication aujourd'hui sur l'éducation, notre mission pour gagner le monde à Christ. Donc, moi, j'ai pris l'orientation sur connaître les secteurs pour dominer le monde dans le Christ. Donc, les différents secteurs d'activité, les différents secteurs liés à l'éducation. On va passer en revue tout ce qui concerne le domaine de l'éducation pour permettre à chacun de voir que l'éducation n'est pas spécifiquement la scolarisation auquel on associe très souvent ce mot éducation. Donc, la petite définition qu'on a pu rassembler, c'est mise en œuvre. L'éducation, c'est la mise en œuvre des moyens propres à assurer la formation et le développement d'un être humain. Donc, les moyens pour y parvenir. L'éducation est un puissant agent de changement. Elle améliore la santé et les moyens de subsistance, contribue à la stabilité sociale et stimule la croissance économique à long terme. Donc, si on est dans un pays ou dans un continent où l'éducation est reléguée au second ou au troisième rang, il va sans dire que tout ce qui va se passer comme disparité, inégalité sociale est dû au fait que l'éducation n'est pas vraiment développée. L'étymologie du mot éducation est relativement récent. Il est tiré du latin. Il a une double origine. Educate qui veut dire nourrir et educere qui veut dire tirer hors de, conduire vers. Donc, en un mot, l'éducation, ça veut dire élever, c'est-à-dire élever l'être humain à un rang de dignité. Donc, quelle est la nature de l'éducation? L'éducation, c'est l'action de développer un ensemble de connaissances et de valeurs morales, physiques, intellectuelles, scientifiques. Donc, il y a plusieurs domaines. L'éducation permet de transmettre d'une génération à une autre la culture nécessaire au développement de la personnalité et à l'intégration sociale de l'individu. Donc, on peut avoir l'éducation familiale, l'éducation religieuse, l'éducation parentale, l'éducation sportive, l'éducation artistique, il y a tous les domaines de la vie, ils sont connexes à l'éducation. Quels sont les différents types d'éducation que nous avons? Donc, nous avons trois types d'éducation. Nous avons l'éducation du citoyen, l'éducation à l'esthétique et l'éducation du sujet. Donc, l'éducation au savoir. C'est l'éducation au savoir, c'est ce qu'on pratique dans nos écoles, que nous on appelle la formation couche à lait. C'est-à-dire l'enseignant, il vient en classe, il vous donne une leçon. Donc, la leçon, c'est comme la couche à lait. On vous donne de boire 3 jours, une semaine plus tard, on vous demande de lait. Et donc, ceux qui ont réussi à vomir, on le considère comme celui qui ne connaît pas les sons, bien qui vaut rien. Donc, c'est l'éducateur dans ce type d'éducation-là qui se porte garant de l'instauration du dialogue, de son maintien par le respect d'un certain nombre de règles discursives et éthiques.
C'est aussi l'éducateur qui initie à la relation au texte et qui incarne les savoirs au sein d'une relation humaine vivante. Donc, nous avons l'éducation du citoyen. Donc, la citoyenneté dérive du latin civitas, ensemble des citoyens, et aujourd'hui, elle peut se définir selon quelques axes qui recouvrent ce qui convient d'appeler les anciennes et les nouvelles citoyennetés. Donc, elle est aussi un ensemble de qualités morales, de devoirs civiques considérés comme nécessaires à la bonne marche de la cité, lieu où chaque personne doit accepter la règle commune, le civisme. Aujourd'hui, la citoyenneté se définit de manière plus large comme un ensemble de rôles sociaux spécifiques où la personne a la possibilité de participer à des groupes qui défendent ses intérêts, ses idées, comme les associations écologiques, associations de consommateurs, de défense des droits de la personne, associations de quartier, etc., etc. Donc, également, l'éducation à l'esthétique. Donc, l'éducation esthétique est l'apprentissage par le biais d'un projet et permet aux élèves d'aiguiser leur regard, de s'ouvrir davantage à l'expérience artistique. Donc, l'importance de l'éducation artistique dans le développement de l'enfant, c'est de donner des clés d'accès au savoir et aussi un facteur de réussite. Donc, je vous donne tous ces éléments-là pour que vous puissiez comprendre vers la fin que l'éducation, ce n'est pas ce que nous on voit aujourd'hui, où l'enfant va en classe, il s'en va étudier mathématiques, physique, histoire géo, et puis quand on rentre le soir, on dit, mais toi, tu as fait quoi aujourd'hui? Donne-moi tes notes. Ah, mais pourquoi tes notes sont mauvaises en mathématiques? Mais tu ne vaux rien. Une fois qu'on lance une phrase comme ça à un enfant, quand on lui dit il ne vaut rien, on va casser sa confiance en soi, on va casser son estime, alors que l'éducation qui est à l'école là ne prend même pas en compte 20% du potentiel d'un enfant. Donc, il faut pouvoir savoir qu'il y a plusieurs aspects d'éducation. Et si, par exemple, l'éducation classique que nous avons ne prend pas en compte tout le potentiel d'un enfant, il faut vous orienter sur une autre forme d'éducation pour découvrir. Il y a des enfants qui ont de mauvaises notes en classe, mais à la maison, vous voyez qu'ils prennent du carton de papier hygiénique, ils prennent n'importe quoi dans la maison, ils montrent quelque chose, ça donne un beau dessin, un beau coloris. Mais comme on ne note pas ça en classe, vous ne considérez pas. Pourtant, vous voyez dans la société que les gens qui ont réussi, qui ont un palmarès, je peux dire artistique, ce sont par exemple des peintres, des paysagistes qui arrivent à se trouver une place au soleil dans le monde entier, alors que ceux qui ont eu les 18 en mathématiques sont en train de chercher à gérer des cabines. Donc, je vous fais sortir toutes ces informations pour que chacun puisse se rendre compte que l'éducation ne se limite pas à la scolarisation courante qu'on a chez nous ici en Côte d'Ivoire. Si on va un peu plus en Europe, dans les pays développés, vous allez voir que le meilleur système d'éducation même ne fait pas de notation parce qu'on considère que chaque enfant a un potentiel et dans son potentiel qui va se développer, il va créer son univers, il va créer ses sources de revenus, etc. Mais ici, l'éducation nous canalise, pour ne pas dire la scolarité, nous met dans un carnaval. Donc, quand on ne rentre pas dans ce carnaval-là, on étouffe. D'où les enfants qu'on retrouve sous les manguiers dans les classes et dans les écoles, des enfants qui sont en train de faire du graffiti, qu'on rejette de l'école parce qu'on dit qu'ils sont antisociaux. 8. Non, tu veux 8. Il y a un micro qui est ouvert. Je vais le fermer tout de suite. Je vais le fermer. Sans compter la somme. Allez-y. Donc, il y a écrit l'éducation du sujet. Donc, l'éducation du sujet, et ça, c'est une forme d'éducation qui a été développée pour cerner la particularité de l'être humain. C'est-à-dire, on est dans une classe, il y a 30 enfants, on ne peut pas donner une formation commune pour les 30. Et chaque enfant a son profil d'apprentissage. Chaque enfant a sa forme d'intelligence. Chaque enfant a ses capacités, a ses compétences, a son adaptabilité. Donc, à chaque enfant, on ajuste la formation qu'on va lui donner. À chaque enfant, on réajuste. Donc, à ce niveau-là, on peut dire aux parents, par exemple, qui sont à la maison, que
quand vous avez par exemple 3, 4, 5 enfants, chaque enfant a un profil. Donc, vous ne pouvez pas donner la même éducation aux 5 enfants, une éducation générale. Ça ne passera pas parce que chaque enfant est différent. Chaque enfant perçoit la communication, bien l'information différemment, ou bien le ton différemment. Il y a des enfants sur qui vous pouvez lever le ton et qui ne vont rien dire. Il y a d'autres, quand vous levez le ton, ils sont fâchés, ils vont vous bouder toute la semaine. Je ne peux pas dire toute la période à laquelle vous avez eu à lever la voix. Donc, l'éducation du sujet, c'est l'éducation qui tient compte de la personnalité de chacun. Quelle est la mission que nous devons dans le domaine de l'éducation, en termes d'éducation chrétienne? Donc, si vous remarquez bien, l'éducation au niveau chrétien, vous allez voir que chez les catholiques, les protestants, les évangéliques, en tout cas, toutes les confessions religieuses s'efforcent de créer des écoles où ils vont donner le meilleur aux enfants. Tout le monde cherche à mettre son enfant dans une école à confession religieuse. Pourquoi? Parce que dans les écoles à confession religieuse, on ne se limite pas à donner que les cours de mathématiques, de français, d'histoire, géo, physique. On donne une autre éducation, c'est-à-dire qu'on prend en compte, donc le but de l'éducation chrétienne est d'emmener l'élève à acquérir et à développer les connaissances, les habiletés et capacités et leurs valeurs du christianisme afin de l'encourager à vivre comme des disciples de Jésus-Christ. Donc, les objectifs de l'éducation chrétienne sont d'amener à grandir dans la foi, l'espérance et l'amour, mieux comprendre les croyances du christianisme, se donner avec générosité aux offices de célébration de l'amour, s'inspirer des enseignements du Christ avant de prendre des décisions dans sa vie, trouver les manifestations privées, publiques et communautaires de sa foi, développer le respect envers les humains qui sont tous à l'image de Dieu. Pourquoi je suis venue me plaquer la question de l'éducation chrétienne pendant qu'on parle de l'éducation en général? Je reviens toujours pour vous dire que l'éducation, c'est un système holistique qui prend en compte tous les aspects de la vie d'un être humain. L'homme étant corps, âme et esprit, on ne va pas juste développer juste, par exemple, à l'école. L'école développe que les capacités, le quotient intellectuel, mais on ne développe pas le quotient émotionnel à l'école. Et à l'éducation chrétienne, on prend en compte tous ces aspects-là. Les parents qui éduquent les enfants juste dans le cadre classique, c'est-à-dire que l'enfant va en classe, il a mis des maisons, on contrôle ses activités, il a fait exercice, il n'a pas fait, on bavarde sur lui. Ces enfants-là ont la propension de dévier par rapport aux enfants qui, au-delà de la scolarisation, ont une éducation chrétienne. C'est-à-dire qu'on prend en compte la foi, on prend en compte comment on appelle ça, l'éducation chrétienne, on prend en compte les enseignements dans le cursus, on fait participer aux activités communautaires et aux enfants pour pouvoir leur permettre de se familiariser, de s'humaniser et d'avoir un ancrage qui leur permet d'être résilients quand, par exemple, l'adolescence arrive et qu'il y a beaucoup plus de tentations, il y a beaucoup plus d'envie de dévier, il y a beaucoup plus d'envie de rentrer dans des groupes qui vont leur faire perdre soit leur scolarité et rentrer dans la drogue, la prostitution, etc., etc. Aujourd'hui, je prends un exemple. Un parent peut dire, moi, mon enfant, je le dépose à l'école. Je viens le récupérer à 16h ou bien à 17h. Donc, il n'a pas le temps d'aller se promener, ce qui n'est pas vrai. Nous, on a déjà décelé des enfants qui ont des rapports sexuels à l'école. C'est-à-dire que la petite, elle est en 5e, son petit copain en 4e ou bien en 3e. Ils se donnent rendez-vous dans les toilettes pendant les heures de cours. Ils sont dans les toilettes là-bas, ils font ce qu'ils ont à faire et puis ils rentrent à la maison. Donc, pour vous, vos enfants sont surveillés, vos enfants sont bien. Mais il y a cet aspect-là aussi, l'éducation sexuelle complète qui n'est pas donnée aux enfants et qui fait que ces enfants-là aussi peuvent faire des choses qui vont vous dépasser. Donc, il est bon de tenir compte également de l'éducation chrétienne dans la question générale de l'éducation. Donc, pour gagner
gagner le monde pour Jésus. Pourquoi j'ai parlé de l'éducation, notre mission pour gagner le monde à Jésus? Pour gagner le monde, nous devons savoir comment nous servir de la parole de Dieu. Tout comme un docteur ne donne pas la même ordonnance à tous les patients, ainsi le même verset n'aura pas le même effet identique sur tout le monde. Donc, tu dois avoir une bonne connaissance pratique de la Bible. Et l'éducation holistique, comme je viens de le dire, demeure une clé incontournable dans le gain des âmes. Donc, si vous voulez gagner le monde, si vous voulez gagner les âmes, si vous voulez que le Christ règne, l'éducation holistique là, doit être prise en compte. Ça veut dire que chacun de vous qui êtes en ligne aujourd'hui, vous avez vos capacités, vous avez vos compétences, vous avez le travail que vous menez, mais le mot éducation doit faire partie de votre quotidien. C'est-à-dire que le savoir que vous avez, pour lequel vous travaillez et que vous mangez, ce savoir-là doit être modélisé et transformé en éducation. Vous devez cibler quelque chose dans la société qui va mal. Et ça doit être vous, votre combat. Ça doit être vous, votre combat. Voilà. Par exemple, l'éducation parentale, moi, ce n'est pas une activité à plein temps pour moi. Mais pour moi, je peux changer le monde. Les familles peuvent s'unifier plus. La cohésion familiale, l'union familiale qui est la base même de l'équilibre d'un être humain. Pour moi, si les parents ont compris quel est leur rôle de parent et qu'ils arrivent à le transmettre aux enfants, on se rend compte que les enfants également évoluent mieux. Ça va créer moins de distension sociale, moins de crises, moins de drogués, moins de prostituées, etc., etc. Et si tout ce monde-là de péché n'existe plus, on considère que le règne de Christ est en avance. Donc, voilà pourquoi il faut prendre en compte l'éducation holistique qui demeure une clé incontournable dans le gain des âmes. J'ai essayé d'énumérer un certain nombre de secteurs d'activité dans le cadre de l'éducation pour vous montrer qu'il y a une pléthore de secteurs d'activité dans le domaine de l'éducation pour lequel vous pouvez vous sentir une âme sensible. Vous pouvez être un volontaire. Vous pouvez même vous reconvertir dans ces domaines-là et en faire un métier. Et vous allez vous rendre compte qu'on se limite, quand on parle d'éducation, on se limite juste à l'enseignant qui est en classe. Mais il y a d'autres choses qu'on peut faire qui va venir changer le courant, qui va venir transformer l'image d'une nation, tout juste parce que vous avez décidé de prendre un bout de ce qu'on appelle l'éducation et puis changer le comportement ou changer le quotidien ou améliorer la vie des communautés. Donc, on peut trouver les aides pédagogiques individuelles. On trouve des aides éducateurs en garderie. On trouve des andragogues. On trouve des animateurs de vie d'étudiants. On trouve des auxiliaires de recherche et d'enseignement. On trouve des conseillers en information scolaire et professionnelle. On trouve des conseillers famille et enfants. Par exemple, conseiller famille et enfants, moi, je me retrouve dedans. Donc, on trouve des conseillers pédagogiques, des coordonnateurs de département, des directeurs d'école, des directeurs de département, des directeurs de services, des directeurs d'enseignement, des éducateurs dans les musées, éducateurs de la petite enfance, orthopédagogues, professeurs d'art dramatique, professeurs d'art plastique, professeurs d'université. Vous voyez que je suis en train de citer les professeurs d'enseignement général et tout ça que nous, on connaît d'habitude. Éducateurs en service de garde, enseignants au préscolaire, enseignants au primaire, enseignants aux adultes. Moi, je fais de l'enseignement aux adultes parce que l'éducation parentale, c'est une andragogie, c'est une formation, un enseignement qu'on fait aux adultes. Enseignants en adaptation scolaire, formateurs en entreprise, professeurs DPS, ça c'est le classique que vous connaissez, professeurs des écoles, éducateurs sportifs, enseignants. Donc, par exemple, j'ai tiré comme ça dans tous ces différents secteurs-là, quelques-uns pour vous expliquer un peu en quoi ça consiste. Donc, l'aide pédagogique individuelle, par exemple, c'est une personne qui conseille et informe les élèves au sujet des choix des programmes et des cours collégiales
et qui les aide à bâtir un horaire de cours qui leur permet d'acquérir la formation souhaitée. En Côte d'Ivoire, ici, on a un sérieux problème. L'orientation des enfants, c'est un vrai problème. Les enfants, par exemple, sont en terminale, mais ils ne savent même pas ce qu'ils peuvent faire de leur vie. Non, tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils peuvent aller faire droit pour être avocat, ils vont aller faire la médecine, ils vont aller faire la pharmacie, ils vont aller faire quoi encore? Quels sont les métiers qui sont prisés en Côte d'Ivoire là? À part eux, tout le reste. Comment? Marketing. Marketing, commerce, gestion. Donc, on a catalogué des métiers qu'on trouve métiers juteux ou bien métiers nobles et tout le monde court là-bas. Or, tout le monde n'a pas le même profil de ça et finalement, les enfants finissent les diplômes et reviennent s'asseoir à la maison, regarder télé, gaspiller l'électricité et après, ils se retrouvent en train de gérer cabine au portail. Donc, vous pouvez développer ce métier-là si vous vous sentez affilié à ça et vous développez ça. Donc, vous commencez depuis peut-être la seconde, à sillonner les écoles pour dire aux enfants que quand on finit le bac, là, voilà toute une panoplie de métiers qu'on peut faire. Et tel métier répond à telle intelligence, tel métier répond à telle forme d'apprentissage, de profil d'apprentissage. Et l'enfant, en vous écoutant, découvre que voilà des choses qu'il aime faire facilement, qu'il aime faire naturellement. Et au fur et à mesure, vous devenez maintenant celui qui conseille les élèves. Ça également, ça peut être une source de rentabilité. En même temps que c'est à vous, c'est rentable. En même temps aussi que vous êtes en train de faire gagner le Christ. Parce que si vous êtes un chrétien, si grâce à vous, grâce au travail que vous avez fait, des enfants, au lieu de se perdre pour aller faire de la prostitution, pour aller dans la drogue et l'alcool, ont trouvé leur chemin, vous avez gagné votre mission, vous avez gagné une âme à Christ. Même si la personne n'est pas chrétienne, si demain il a une vie, il est noble, il n'est pas obligé de voler, tuer les gens, vous considérez que cette personne est gagnée au Seigneur parce que le but principal du Seigneur, c'est que chacun soit épanoui, que chacun soit heureux, que chacun puisse marcher droit, que chacun n'aille pas gâter le pain de l'autre, que chacun n'aille pas tuer, que chacun n'aille pas voler, que chacun n'aille pas se prostituer. Je ne sais pas si vous me comprenez. Aujourd'hui, l'évangélisation, ce n'est pas forcément de prendre un micro et s'arrêter à un carrefour pour crier que Jésus est Seigneur. Si vous arrivez à sauver un enfant de la drogue, l'épargner de la drogue, lui éviter la drogue, vous avez gagné Christ. Parce que cet enfant qui va sortir et qui va se développer grâce à l'activité que vous avez développée, soit bénévolement ou comme une activité personnelle, vous vous rendez compte qu'à la longue, les témoignages ou bien le bienfait de ce qui est en train de, comment je vais dire ça, le bienfait, le rendu de ce travail-là, vous-même, non seulement ça vous fait du bien, ça impacte la communauté, mais ça impacte aussi la vie de la nation. Et c'est pour ça que moi, je dis, comment de l'éducation, on peut gagner le monde à Christ. Nous avons, par exemple, l'aide éducateur. Donc, ce sont des personnes c'est une personne qui accomplit diverses tâches auprès des enfants d'âge préscolaire afin de les assister, les éducatrices en service de garde. Elle peut être aussi préparer du matériel et des installations pour divers types d'activités intérieures ou extérieures. Donc, préparer, servir les goûters, prodiguer certains soins physiques, faire de la surveillance et participer à l'animation d'activités éducatives ou sportives. Donc, vous voyez qu'il y a des spécificités dans chaque rôle. Très souvent, quand on va parler de ça, on va dire non, ça c'est le travail des maîtresses de maternelle. Oui, la maîtresse, elle est là pour quelque chose. Mais d'autres personnes aussi ont des spécificités pour faire un certain nombre d'activités. Par exemple, l'andragogue, personne qui analyse la situation de l'éducation des adultes en regard des facteurs sociaux, politiques, économiques, psychologiques, susceptibles de la toucher et qui participe au développement d'une relation d'aide éducative dans le but d'améliorer le processus d'apprentissage chez les adultes. Les adultes, il est confirmé scientifiquement qu'ils n'apprennent pas comme les enfants. Si vous voulez faire passer un message aux adultes, que vous faites le coup comme vous faites avec les enfants, ça ne va pas passer parce qu'il y a la méthodologie, il y a la technicité pour pouvoir le faire.
Donc, animateur de vie estudiantine. Donc, voilà, plein de choses que j'ai dû faire ressortir pour que vous puissiez voir qu'il y a beaucoup de choses dans le secteur de l'activité, une trentaine une cinquantaine d'activités qui se lient à la version holistique de l'éducation pour lequel vous pouvez vous trouver une affinité et puis commencer à le développer et en faire une activité. Même si c'est à temps partiel, pourvu que ça ait un impact sur la vie quotidienne de votre communauté, des enfants, même qui sont déjà dans votre environnement. Et de fil en aiguille, vous allez vous rendre compte que c'est des choses qui vont changer vous-même votre comportement. Ça va vous améliorer vous-même, améliorer l'éducation avec vos enfants et l'éducation avec toute la communauté. Donc, moi, personnellement, au-delà du travail que je fais, je prenais mes temps libres pour aller, par exemple, dans les écoles, pour aller parler aux enfants. Comme j'ai étudié la psychologie, donc j'essaie de voir quelle est la base psychologique chez certains enfants pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont de mauvaises notes, pourquoi est-ce qu'ils se droguent, pourquoi est-ce qu'ils n'aiment pas se fourrer, pourquoi ils sont toujours en conflit avec les enseignants et tout ça. Donc, je faisais ça pendant un long moment et je me suis rendu compte que le fait de parler aux enfants et de leur permettre de s'exprimer, ça faisait descendre le niveau de pression, de colère qu'ils avaient en eux. Et plus la colère descendait, moins ils étaient agressifs à l'école et ils commençaient à se concentrer pour les étudiants. Je me suis rendu compte que ça, c'était un besoin des enfants. Et aujourd'hui, je l'ai développé un peu plus où je suis allée maintenant sur l'éducation parentale parce que le problème des enfants qu'on a décelé, ça se trouve chez les parents. C'est parce que les parents eux-mêmes ne savent pas comment gérer les enfants et eux-mêmes, ils commettent des erreurs qu'ils payent plus tard par le mauvais comportement de leurs enfants. Donc, conseiller, famille, enfants, donc, vous voyez, j'ai cité conseiller pédagogique, dans ton savoir. Donc, le monde appartient au Christ. Nous devons occuper tous les secteurs d'activité de l'éducation pour humaniser le monde et faire avancer le royaume. Donc, on n'a pas besoin d'occuper des postes de direction pour impacter dans le secteur de l'éducation. On n'a pas besoin d'un grand titre pour impacter dans le secteur de l'éducation. Maria, je suis en travail. Je dis, quand je vais finir, je vais ouvrir la porte. Donc, on n'a pas besoin d'occuper des postes de direction pour impacter. On n'a pas besoin aussi de s'enliser dans les doctrines chrétiennes pour gagner les âmes à Christ. Voilà. On n'est pas obligé de dire à quelqu'un, il faut te donner ta vie au Christ. Il faut donner ta vie au Seigneur. Non, ça ne change pas la vie de quelqu'un. Mais le savoir que vous avez, que vous modélisez et que vous lui transmettez et qui change son quotidien, vous allez voir que naturellement, il va rentrer dans les rangs et il va commencer à avoir une vie saine. Parce que donner sa vie au Christ, c'est avoir une vie saine, ne pas aller marcher dans les plates-bandes, détruire ce que les autres sont en train de construire, mais avoir une bonne vie saine, avoir une bonne estime de soi, avoir une bonne planification de sa vie et marcher droit selon les prescriptions définies par le Christ. Donc, engagez-vous à prendre un bout de ce vaste secteur qu'est l'éducation pour gagner le monde à Christ. Donc, voilà la première partie de mon intervention. J'ai 1 heure. Il y aura la seconde partie qui sera beaucoup plus sur l'éducation qui concerne l'école des parents. Donc, comment est-ce que les parents doivent se comporter avec les enfants? Et c'est la spécificité. Et donc, j'aimerais marquer peut-être une petite pause, ou bien, si vous me permettez, je continue et puis après, on revient pour les questions. Merci beaucoup. Vous voulez une pause ou bien on peut continuer? Non, ce n'est pas une pause que je demande. Je disais que j'ai une autre diapo que je voudrais présenter, mais qui est beaucoup plus spécifique sur le rôle de parents à enfants, l'école des parents, l'éducation parentale. Okay. Donc, le thème aujourd'hui, c'était l'éducation, notre mission pour gagner le monde à Christ. Et donc, j'ai donné de façon holistique tous les domaines de l'éducation. Qu'est-ce qu'on pourrait
utilisé comme, comment je vais dire ça, comme racine, comme filon pour pouvoir développer une activité en tant que dominion mandate et créer son système, créer son empire autour de l'éducation. C'est ce que je viens de donner. Maintenant, il y a une autre présentation qui sera spécifique à l'éducation des parents. Donc, je demandais, est-ce qu'on continue sur cette session-là en fonction de l'intérêt des participants? On va beaucoup plus s'attarder sur les questions-réponses de ce que je viens de dire, ou bien on donne la seconde session. Donc, je laisse la possibilité aux participants de s'exprimer là maintenant. Okay. Moi, pour moi, on peut passer à la seconde session. Moi, je ne sais pas ce que les autres pensent. Moi, on peut continuer. On peut passer à la seconde session, c'est Estelle. Je pense que c'est préférable de faire la seconde session. On risque de la question. Voilà. Merci. Donc, maintenant, on quitte l'ordre général de l'éducation. On quitte carrément l'ordre général de l'éducation. C'est-à-dire, nous sommes dans deux sphères maintenant. C'est-à-dire, ici, c'est comment on peut dire, le travail de terrain, c'est la spécificité de l'éducation maintenant, dans l'éducation qu'on descend. Et on est quitté dans l'ordre général pour montrer les différents domaines ou les secteurs dans lesquels on peut s'inscrire pour participer à l'éducation de notre communauté. Donc ici, maintenant, on vient maintenant à la maison, comme on peut le dire terre à terre. Donc, l'école des parents, c'est quoi? Quand vous devez mettre un enfant au monde, par exemple, quand le bébé naît, personne, quand il partait à l'école du CP1 jusqu'à l'université, il n'y a jamais eu une leçon où on dit comment on gère les bébés quand ils viennent, comment on s'en occupe. Non, c'est la seule chose qu'on a vue, c'est que quand on accouche, c'est maman qui vient s'occuper des enfants, du bébé. Donc, on fait ça de mère en fille, de mère en fille, de mère en fille. Non, mais, ou bien de papa en papa. Aujourd'hui, il y a une maman qui me disait, quand son enfant fait une bêtise, ses enfants font le papa, la seule chose, le seul recours qu'il a, c'est de sortir la ceinture et commencer à battre les enfants. Pourquoi? Parce que c'est le seul exemple, c'est le seul modèle que lui, il a eu à voir. Et nous aussi, les mamans, on recopie ce que nos parents nous ont fait. Alors que l'éducation, c'est tout un art, c'est toute une science. Je viens de vous parler de ça. L'éducation prend en compte toutes les dimensions de l'être humain. Et donc, être parent, ça s'apprend. Vous devez aller à l'école pour apprendre à être parent. On ne fait pas de la prestidigitation en tant que parent. On n'improvise pas en tant que parent. On n'invente pas les choses. On doit apprendre à connaître les bases psychologiques de l'être humain pour savoir qu'un enfant A, un enfant B sont différents psychologiquement et donc la façon de les traiter également doit être différente. Donc, dans l'école des parents, quel est l'objectif quand on doit faire l'école des parents? Le premier objectif, c'est d'apprendre les uns des autres. Le deuxième objectif, c'est d'apprendre les techniques de communication et de discipline positive. 3, c'est de passer du temps avec les enfants pour pratiquer ce qu'on a appris. Quelles que soient nos occupations, il faut avoir des moments de qualité. Même si vous quittez la maison à 5 heures, que vous rentrez à 23 heures, trouvez un jour dans la semaine où vous allez avoir ne serait-ce que 5 minutes à passer avec chaque enfant. Donc, on a plusieurs sessions, par exemple, plusieurs modules. On a les pratiques parentales positives dans le quotidien. Donc, ça, c'est des modules où on liste toutes les pratiques parentales positives qu'il faut avoir au quotidien. Le développement de l'enfant dans les premières années de vie et les attentes appropriées. Donc, ça, par exemple, c'est une session qui vous permet de savoir que depuis une grossesse, un enfant capte tout ce qui se passe autour de lui. Donc, quand vous êtes enceinte, même vos pensées, vous devez les surveiller. Parce que tout ce que vous pensez, l'enfant capte ça.
Et donc, c'est ça qu'on appelle les blessures intérieures et intra-utérines. C'est-à-dire que l'enfant était déjà dans le ventre quand il a commencé à être blessé par les réactions de sa maman, par les pleurs de sa maman, par les soucis de sa maman, etc., etc. Donc, ça, c'est une session où on apprend aux parents que faites attention. Quand vous êtes enceinte, là, même si ce n'est pas une grossesse désirée, là, surveillez votre mentalité. La façon dont vous pensez, vous ressentez, là, ça descend chez l'enfant et il va développer ça en grandissant. Il va avoir un comportement antisocial. On ne sait pas d'où ça vient, mais il est comme ça. Mais il faut vous rendre compte qu'il est quitté quelque part avec ce comportement. La session 3, en général, c'est le rôle des parents et des communautés dans l'épanouissement des enfants. Donc, chaque parent a un rôle et la communauté aussi a un rôle. Aujourd'hui, on se rend compte qu'un enfant peut être en train de se comporter mal, tout le monde va passer parce que s'il parle, le parent va se plaindre. Or, l'éducation, en même temps, elle est parentale, mais elle est aussi communautaire. Mais si dans la communauté aussi, les gens n'ont pas les bonnes pratiques positives, là, c'est pour ça que les parents aussi ne veulent pas que la communauté aussi éduque les enfants. Quelqu'un dans son village là-bas, il aime frapper ses enfants. Ton enfant a fait quelque chose, toi, ton enfant, on ne le frappe pas. On lui donne les conseils et puis il applique. Si on bat ton enfant, il vient des bleus, tu vas te fâcher. Alors qu'on doit tous avoir une même base commune de l'éducation, de sorte que quand toi, tu n'es pas là, dans la communauté, là, il est un relais. Il est un tonton ou bien un voisin du quartier qui voit ton enfant en train de fumer, qui soit capable d'aller lui arracher la cigarette là et s'asseoir avec lui pour lui parler. Quand tu reviens, tu rends compte. Mais il n'y a plus ce système-là n'existe plus. Donc, la session 4, c'est la session sur l'empathie. L'empathie également, c'est une fonction cognitive, l'empathie. Elle s'installe dans la petite enfance de 0 à 3 ans. Donc, quand l'empathie ne s'est pas installée, quand on ne vous a pas appris comment est-ce qu'on installe l'empathie chez un enfant, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, on avait eu le phénomène des enfants microbes. Mais c'est le manque d'empathie qui fait que les enfants découpent les gens parce que cette partie de leur cerveau-là n'existe pas. Donc, ça également, on apprend ça aux parents. Prendre soin de soi ou prendre soin de ses enfants. Si vous n'arrivez pas à prendre soin de vous, hier, on a vu quelqu'un qui est parti sauter du bâtiment quelque part là-bas parce qu'il veut se donner la mort, lui et puis son enfant. Donc, tout le monde voit qu'on dit non, il s'agit d'une affaire de bas sexuel, non, c'est une affaire avec sa maman, sa soeur. Mais je vais vous dire une chose, cette femme-là, hier seulement, la situation d'hier seulement ne pouvait pas la dépasser tant pour qu'elle se lance d'un immeuble. Elle a sa base psychologique qui était déjà malade. Elle n'allait pas bien depuis des semaines, des mois. Quand on va prendre cette femme, on va l'écouter, on va se rendre compte qu'il y a longtemps, elle n'en peut plus. Et c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et nous également, quand on ne prend pas soin de nous, on n'arrive pas à gérer les enfants. On est toujours débordés, on est toujours en train de les frapper, leur crier dessus et faire des choses qui ne leur permettent pas de pouvoir se concentrer dans la vie et pouvoir se développer. Donc, vous-même, vous n'arrivez pas à prendre soin de vous, vous n'arrivez pas à prendre soin des enfants. Et puis, ça fait que après, quand les enfants sont adolescents, tout se mélange dans leur vie et ils n'arrivent pas à faire le travail correctement. Il y a la discipline. Souvent, on dit que nous, les gens de l'éducation, on dit non, il ne faut pas, on va frapper les enfants. Donc, l'enfant, il est là, il fait ce qu'il veut. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce qu'on a dit. On discipline les enfants, mais la discipline dans la dignité, parce que même un nouveau-né a la même dignité qu'un adulte que vous êtes. Donc, la façon dont vous voulez discipliner un enfant, là, il faut tenir compte de sa dignité. C'est quand vous êtes au bureau, puis votre patron vient écrire sur vous devant tout le monde. Ça ne va pas vous plaire. C'est pareil chez les enfants aussi. Et les enfants, leur rancune, vous-même qui êtes là, vous m'écoutez, vous allez garder des rancunes contre vos parents. Allez fouiller, vous allez chercher ces rancunes. Vous allez voir que c'était de l'humiliation, de l'injustice, ou bien des choses qu'ils ont fait qui a sapé votre dignité. Rendre la maison un espace sécurisé où tout le monde y est traité avec dignité. Donc, ça également, c'est un des modules. Et puis là, on va parler de communiquer et jouer avec les enfants. Donc, il y a la session l'hygiène des mains, la session le processus de changement ou l'engagement sur l'honneur.
ou après avoir fait tous ces modules-là, on demande aux parents de s'engager à être des parents positifs. Donc, le premier exercice qu'on soumet aux parents, c'est de chercher à savoir qu'est-ce que vous avez considéré comme bonne pratique parentale. Donc, les parents vont essayer de voir, chercher ce que leurs parents faisaient de bien, qu'ils ont gardé, etc. Après, également, on fait aussi sur les pratiques parentales négatives également. Et en général, cet exercice-là permet à certains parents de faire ressortir qu'ils sont en train de répéter ce que leurs parents leur ont fait, qu'eux, ils n'aimaient pas là. Ils répètent ça sur les enfants. Donc, pourquoi il faut communiquer avec les enfants? Les enfants ont besoin d'interaction avec des adultes pour se développer. Communiquer et jouer avec eux permet cette interaction. Les enfants doivent respecter leurs aînés, mais les adultes ont besoin de comprendre et d'écouter les enfants également. Quels sont les différents moyens de communication de l'enfant? Donc, ça, c'est un exercice. Donc, il y a des principes de communication et des règles de base qui doivent être compris par les parents pour réussir à communiquer avec leurs enfants. Donc, faites une liste de principes. Comment est-ce que vous voulez communiquer avec les enfants? Très souvent, il faut le faire avec les enfants eux-mêmes. Donc, c'est une interaction qui permet aux parents et aux enfants de se comprendre et de mieux exécuter le plan d'action qui sera développé. Donc, il faut savoir que chaque enfant est unique, comme je l'ai dit tantôt. Il faut communiquer son point de vue basé sur les expériences et les connaissances. Quand on dit à un enfant, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il faut lui expliquer pourquoi il ne faut pas faire. On dit, il ne faut pas chercher garçon, ce n'est pas bon. Mais tu ne lui expliques pas que garçon, là, à 15 ans, 16 ans, là, tout ce qu'il va te dire, là, c'est mensonge, qu'il y a gourmet au bout du fil. Donc, si tu ne lui expliques pas que toi-même, tu as passé par là, que tu as vécu des difficultés, tu as failli rater ta scolarité, quand l'enfant même va aller essayer, puis va voir, il va dire, ah, maman avait dit. Mais quand tu ne dis pas qu'il s'en se connaît la fille, il dit que maman même, elle ne m'a rien dit. Elle dit qu'il ne faut pas y faire, mais elle ne m'a pas dit pourquoi. Les enfants ont besoin de créer des liens et de communiquer avec les autres. Attentes appropriées en termes de communication. Vocabulaire approprié, pas trop compliqué et expliquer les mots, émotions qu'ils ne comprennent pas. Les enfants, il faut savoir que les enfants sont très, très imaginatifs. Ils sont très imaginatifs et ils ont leur monde imaginaire. Et je l'ai dit tantôt dans la première présentation qu'il faut tenir compte du monde imaginaire de l'enfant. Parce que c'est dans son monde imaginaire qu'il va créer des choses. C'est là qu'il va être capable de fabriquer, de développer des choses que même l'école n'arrive pas à lui apprendre ça. Et ses compétences, ses capacités-là, c'est dans son monde imaginaire. Donc, il y a des règles de communication qu'il faut avoir avec les enfants. Il y a aussi l'attachement qui se crée. Si vous avez mis un enfant au monde, que c'est votre maman, votre papa, vos cousins, votre tante, votre oncle qui les a gardés de 0 à 3 ans, il faut savoir que le principe de l'attachement va se matérialiser avec cette personne qui l'a gardé dans ces 3 premières années. Or, c'est à l'attachement qu'un parent a l'autorité parentale sur un enfant. Donc, c'est des choses qu'on apprend. Quel attachement ont vos enfants vis-à-vis de vous, avec vous, les parents, les grands-parents, un frère ou une soeur? Donc, ça, ce sont des exercices qu'on fait pour permettre à chacun de discuter. Donc, les règles de communication avec l'enfant. Donc, c'est quoi l'éducation parentale? L'éducation parentale désigne l'éducation donnée aux parents afin de les former à l'éducation de leur propre enfant. Le terme ne doit pas être confondu avec l'éducation familiale qui se réfère à l'éducation que des parents donnent à leurs enfants. L'éducation parentale est une activité volontaire d'apprentissage de la part des parents qui souhaitent améliorer leur interaction nouée avec leurs enfants pour encourager l'émergence des comportements jugés positifs et réduire celle des comportements jugés négatifs. Donc, en règle générale, la cause, l'élément déclencheur d'un comportement qui nous dérange, colère, caprice, dispute entre frères et sœurs, c'est tout simplement un besoin non satisfait. Les enfants ont des besoins qu'ils expriment par leurs pleurs, les caprices, l'insubordination. Être parent bienveillant, c'est être capable de comprendre le mode de communication des enfants
vous devez identifier des besoins des enfants afin de les combler. Donc, les enfants apprennent en communiquant avec leurs parents. Les enfants jouent avec des tasses ou gobelets. Quelles sont les compétences que les enfants développent? Donc, il faut savoir que l'apprentissage se fait en jouant chez les enfants. Donc, celui qui dit que moi, mon enfant, il aime trop jouer, il n'aime pas se concentrer, il n'aime pas étudier, il est dans le faux parce que l'enfant, dans tout ce qu'il fait, il apprend en jouant. Et donc, c'est le jeu qui permet à l'enfant de développer ses compétences. Et donc, nous avons décelé 3 types de communication qu'on a très souvent avec les enfants. La communication violente et autoritaire, la communication permissive, laxiste et indifférente, la communication non violente sans punition ni récompense. Donc, en général, la communication violente est à but. Le parent, c'est lui, quoi. Après lui, c'est lui. Voilà. Il considère l'obéissance comme une vertu. Il utilise les punitions et les mesures énergiques pour freiner le libre arbitre de l'enfant. Il croit qu'en maintenant l'enfant à sa place, il le limite en limitant son autonomie, en lui attribuant des responsabilités domestiques, il lui inculquera la notion de respect. Donc, il ne favorise pas l'échange verbal, donc il n'y a pas d'interaction entre lui et les enfants. Il n'estime pas que l'enfant doit accepter, il estime que l'enfant doit accepter sa parole qui est juste et qui n'est pas à discuter. Donc, dans ce type d'éducation, le parent adopte une attitude autoritaire. Le parent autoritaire, il tente de toujours modeler, contrôler, évaluer le comportement et l'attitude de l'enfant. Donc, quels sont les avantages d'être un parent autoritaire et violent? Vous faites peur aux enfants, ils sont corrects en apparence, ils ont une bonne note pour certains, mais ne savent pas l'intérêt de les avoir. Vous ne savez rien de leurs habitudes ni comportements réels. Et parce que vos enfants sont faux avec vous, parce que vous n'êtes pas vrai avec eux, vous êtes autoritaire, donc eux, ils sont aussi faux avec vous. Ils ne vous doivent aucune loyauté, donc ils font n'importe quoi, mais vous ne savez pas. Avec une autorité stricte, les enfants apprennent à se plier et à obéir, mais, il y a un mais. Dans les conséquences, il est important de savoir qu'un enfant qui n'a jamais la possibilité d'interagir avec ses parents souffre émotionnellement et trouvera le moyen de l'évacuer, soit par une insubordination, une insolence, une violence verbale et physique. Et voici quelques conséquences. L'enfant est anxieux, retiré et malheureux. Mauvaise réaction liée à la frustration. Les filles sont particulièrement susceptibles d'abandonner et les garçons deviennent particulièrement hostiles, agressifs et violents. Réussir à l'école, les résultats des études peuvent montrer que le style parental adopté est le mieux. Ils sont susceptibles de s'engager dans des activités antisociales, abus de drogue, etc., etc. Donc, l'éducation stricte prive les enfants de la possibilité d'internaliser l'autodiscipline, qui aujourd'hui, en étant adulte, c'est l'autodiscipline qui nous gouverne. Donc, si depuis l'enfance, on ne nous a pas appris ça, c'est compliqué quand on est adulte de pouvoir gérer notre vie. Donc, les enfants élevés avec une discipline stricte ont tendance à se rebeller en grandissant. L'éducation stricte est un frein au développement de l'intelligence émotionnelle. Le deuxième, c'est l'éducation permissive. Le parent permissif se comporte avec indulgence. Donc, c'est moi, j'appelle les nouveaux riches, là, c'est eux qui sont permissifs. Ils laissent l'enfant faire tout ce qu'il veut, ses caprices. L'enfant est roi à la maison, il a ses humeurs qu'on ne régule pas, il pleure quand il veut, il tape les servantes, il insulte tout le monde. Il a sa politique à lui, il n'y a rien, il ne respecte rien, on n'insiste pas qu'il soit propre, s'il brosse ses dents, s'il est ordonné, s'il obéit, on ne fait rien de tout ça. L'enfant fait ce qu'il veut, on ne peut rien lui dire. L'enfant crie si sa maman obéit. Il crie si son papa, il obéit. Là, il est petit, on pense qu'il est petit, il fait ça, mais après, on n'a pas appris à son cerveau à se réguler, à réguler ses émotions, ses humeurs. Et cet enfant-là va devenir un gros poison demain. Donc, ce qui est bien dans la communication permissive, c'est que l'enfant, il régule lui-même ses propres activités. Et donc, on n'encourage pas, le parent n'encourage pas l'enfant à obéir. Le parent désengagé, style d'éducation caractérisé par l'indifférence, par l'absence de soutien adéquat. On dépose l'argent sur la table et puis l'enfant, il se nourrit, il fait ce qu'il veut. On ne cherche pas à comprendre, il fait quoi. Mais on lui a laissé l'argent. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. On ne comprend rien de rien. Donc, les avantages d'une éducation permissive, c'est que vous êtes tranquille dans votre coin. Personne ne vous dérange. Vous vaquez librement et tranquillement à vos préoccupations. Les enfants sont autonomes, ils ont globalement une bonne estime d'eux-mêmes.
de meilleures compétences sociales et un bas niveau de dépression. Donc, ça, c'est quand même des avantages. Mais ils ont une faible régulation de leurs émotions. Ils sont égoïstes, ils ont la culte de soi, intérêt personnel surdéveloppé, esprit rebelle et défiant l'autorité lorsque les désirs sont remis en cause. Plaisir personnel avant tout, ils ne s'occupent pas des gens. Faible persistance dans les tâches difficiles, refus de l'effort et de la contrainte. Comportements antisociaux fréquents, irrespect d'autrui et des règles de société, violence et délinquance. Les enfants élevés par des parents désengagés ont les plus mauvais résultats. Les enfants des parents n'apprennent jamais à contrôler leur propre comportement, etc., etc. Donc, la communication non violente. Donc, ce qu'on appelle la communication démocratique. L'autorité des parents tente à diriger les activités de l'enfant, mais d'une façon rationnelle, axée sur la méthode. Il encourage l'échange verbal, explique à l'enfant le raisonnement qui sous-entend ses règles et ses valeurs. Lorsque l'enfant refuse de se conformer à ses exigences, il lui demande d'en expliquer les raisons. Donc, l'autodiscipline et la volonté de conformité aux règles sont valorisées. Et on collabore avec les enfants. On collabore avec lui, on interagit avec lui pour faire comprendre. Quand il a posé un acte, on lui demande toi-même, quand tu as posé l'acte là, comment tu trouves ça? Et l'enfant lui-même va aller chercher, puis il va se rendre compte que ce qu'il a fait n'est pas bon. Et dans sa propre mentalité, il va trouver les moyens pour réguler son comportement. Ça, c'est un parent non violent qui communique comme ça. Donc, le parent non violent applique son point de vue, même il reconnaît les intérêts individuels et les buts de l'enfant. L'autorité parentale affirme les qualités de l'enfant, mais établit aussi les normes de conduite futures. Elle se sert de la raison, du pouvoir et de l'élaboration, puis du renforcement des règles de conduite pour atteindre ses objectifs et ne fonde pas ses décisions sur le consensus ou les désirs de l'enfant. Cette autorité parentale ne se considère pas infaillible. Donc, elle sait qu'elle peut se tromper et donc elle collabore avec les enfants et elle demande aussi de l'aide auprès des autres. Elle demande aussi la participation des autres pour l'accompagner dans l'éducation de son enfant. Donc, les avantages de l'éducation positive. Les enfants sont affectueux, ils sont vifs et disponibles. Ils ont confiance en leur capacité de maîtriser les tâches. Ils ont une bonne estime d'eux-mêmes. Ils régulent les émotions. Ils sont sociables. Ils ont une capacité d'empathie développée. Ils ont des traits de caractère liés au sexe moins marqués. Donc, sensibilité chez les garçons et indépendance chez les filles. Donc, quand même, il y a quelques désagréments ponctuels. Lorsque vous êtes énervé, vous ne devez pas les taper en étant parent positif. Donc, l'enfant le sait et va parfois tester votre résistance. Vous avez l'impression de manquer d'autorité ou de pouvoir sur vos enfants puisque vous avez décidé de ne pas les frapper. Donc, les parents qui combinent la chaleur et un contrôle rationnel raisonnables sont probablement des agents renforçants plus efficaces. Donc, ils font l'éloge des enfants pour s'efforcer de répondre à leurs attentes et font bon usage de la désapprobation, ce qui fonctionne mieux lorsqu'il est appliqué par un adulte qui a été chaleureux et attentionné. Cependant, je vous invite à participer aux sessions privées de formation des parents pour acquérir plusieurs informations sur l'éducation de vos enfants. Par exemple, il y a les règles d'or de la communication avec les enfants, la planification des activités avec les enfants, la motivation des enfants à exécuter des tâches à eux confiées. Donc, si vous prenez l'option d'être un parent positif, un parent qui fait participer l'éducation qu'on doit faire donner à l'enfant, l'enfant participe à cette éducation, alors vous avez une vie de famille harmonieuse. Donc, merci pour votre aimable attention. J'ai fini ma présentation. S'il y a des questions, je crois que j'ai un point dans la discussion. Je suis là pour les questions. Oui, merci, Madame Brou. Je suis en train de regarder
de lire le message. OK, donc, excusez-moi. Cher milliardaire, voici ce que notre invité nous a présenté. Je vais à la seconde question maintenant. Oui. Si quelqu'un a une question, si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir votre micro et puis poser la question. Vraiment, merci beaucoup, Madame Priska Brou, pour votre intervention. C'était vraiment enrichissant. Vraiment, vraiment, merci beaucoup. Et nous passons aux questions maintenant. Donc, vous pouvez ouvrir vos micros et puis voilà, poser vos questions maintenant. Coach, je tenais à vous remercier pour votre brillant exposé. Merci sur le thème. Moi, j'ai une question je ne sais pas si je vais dire à 2 volets, mais bon, la première question. La première question, c'est si on a un enfant avec qui, bon, on a été un peu léger dans l'éducation et on se retrouve à un moment où on se dit qu'il faudrait qu'on prenne vraiment au sérieux l'éducation. Peut-être que de 0 à 3 ans, mais de 0 à 4 ans, on n'a pas été très regardant. Et l'enfant a développé d'habitudes. Il est encore possible de changer ses habitudes, ou bien de changer, c'est-à-dire l'éducation de cet enfant-là. Est-ce qu'il n'est pas encore trop tard? C'est la première question que je tenais à poser. Maintenant, la deuxième question, c'est que, bon, dernièrement, on a eu des informations sur les réseaux sociaux concernant un dessin animé qui allait bientôt arriver et dans lequel il se trouve que le personnage principal donne une orientation sexuelle qui est différente de celle qu'on a l'habitude de connaître. Donc, dans ce cas-là, quelle est la réaction chrétienne nous devons avoir? J'ai même posé la question dans notre groupe Dominion Mandate. Il y a des personnes qui ont réagi, mais en tant que coach à l'éducation, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet-là? Ce sont mes 2 questions. Merci. Je réponds bien, j'attends les autres questions. Vous pouvez répondre, s'il vous plaît. OK, déjà, la première question fait attrait à l'attachement. L'attachement, c'est une fonction cognitive, c'est-à-dire que quand le cerveau de l'enfant se met en place là, quand on est bébé, on ne parle pas, non? Et puis après, on commence à parler, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a les synapses qui commencent, les neurones qui commencent à s'installer et chaque neurone a sa fonction. Et donc, dans les fonctions, il y a le langage, la communication, la mémoire, la rétention, l'attachement. L'attachement, là, c'est de 0 à 3 ans. Et donc, la personne pour qui l'enfant a l'attachement, c'est à cette personne-là que l'enfant va obéir. C'est cette personne-là pour laquelle l'enfant est faible. C'est-à-dire que quand il fait quelque chose que la personne n'a pas sur lui, là, que la personne n'est pas contente, ça lui fait mal d'avoir affecté cette personne. Et donc, c'est cette personne-là qui peut s'arrêter et puis avoir une autorité parentale. Maintenant, quand vous récupérez l'enfant, vous le récupérez à quel âge? Parce qu'on peut redresser un enfant jusqu'à 8 ans. Mais après 8 ans, là, c'est compliqué de le remettre en place. C'est compliqué qu'il puisse reconnaître votre autorité. Donc, vous êtes obligé c'est comme faire une déconstruction. Vous descendez de votre piédestal des parents et vous collaborez avec cet enfant-là. Ça vous demande une bonne dose d'humilité parce que l'enfant va vous pousser au-delà de vos limites parce qu'il n'a pas d'affection profonde pour vous. Donc, il fait des choses même pour vous faire mal, entre guillemets. Il vous appelle papa ou bien maman, mais dans le fond, l'affection, l'attachement qu'on a pour un parent, il n'a pas ça pour vous. Donc, que vous soyez désemparé, que vous pleurez devant lui, ça ne lui dit absolument rien du tout. Donc, le principe, c'est de savoir l'enfant à quel âge et puis quel est le mode de suivi qu'il faut mettre en place. Donc, son suivi, là, c'est un suivi holistique. Il y a vous, il y a la personne qui l'a gardé quand il avait cet âge. Si la personne ne vit plus, là encore, c'est encore difficile, mais c'est faisable. Il y a aussi l'école. Et puis, il y a des gens dans la famille pour lesquels l'enfant affectionne ses parents. Donc, c'est pour ça que je dis que l'éducation, c'est une collaboration. Donc, vous pouvez prendre les autres enfants, les autres membres de la famille pour pouvoir gérer.
Depuis là, ma porte, là, il y a quelqu'un, excusez-moi, je vais ouvrir parce que ma fille, elle ne supporte pas que je sois à la maison et qu'elle ne puisse pas avoir accès à moi. Donc, elle ne fait que taper la porte. Il faut rentrer, je vais respirer. Voilà, elles sont deux. On ne fait pas du bruit, hein, je suis en train de travailler. Voilà, je suis en train de travailler. Donc, la deuxième question, ça a trait à l'éducation sexuelle en tant que chrétien. Le principe, c'est que l'éducation sexuelle, là, nous, les chrétiens, on nous a dit de ne pas communiquer dessus avec nos enfants. Donc, on ne communique pas avec nos enfants sur tout ce qui est sexualité. Non, non, ils sont petits. Non, c'est ceci, cela. Et puis, ça fait que les enfants, quand ils vont prendre l'information à la télé, c'est la télévision qui informe nos enfants. Et donc, c'est un danger que l'enfant apprenne à découvrir l'orientation sexuelle d'une personne sur la télévision. Donc, vous devez communiquer avec vos enfants. Et il faut savoir qu'un enfant, là, il va faire ses choix tôt ou tard. Qu'il ait regardé des dessins animés ou pas, s'il a des déviations sexuelles, il va avoir ça quand il sera adulte. Quel que soit ce que vous allez lui dire. Mais le principe, vous, en tant que mère ou père chrétien, vous devez pouvoir lui permettre de donner la bonne information et l'orientation que vous, en tant que parent chrétien, l'orientation qui est recommandée. Maria, va avec ta copine dehors, s'il te plaît. Allez-y dehors, je vais finir ce que je suis en train de faire là. Non, je ne vais pas durer, j'ai presque fini. À tout à l'heure, bisous. Donc, le principe, c'est ça. Les enfants regardent trop de contenu télévisé qui fait que aujourd'hui, c'est la télévision qui éduque nos enfants. Et donc, ça nous dépasse nous-mêmes. On ne pose aucun acte positif pour nous permettre de recadrer. C'est pour ça que je disais que l'éducation chrétienne est importante. Nos enfants doivent participer à des activités à l'église. Nos enfants doivent avoir un environnement où vraiment l'impact ou bien l'emprise même de la religion est plus grande que ce qu'ils regardent à la télévision. Mais comme je le dis, moi, je suis travailleur social, je suis humanitaire, je suis en organisation internationale. Les questions de transgenre, de bisexualité, on les développe aussi là-bas. Hein. On est chrétien, mais on les développe là-bas. Et quand on va en profondeur, on se rend compte que quelle que soit l'éducation que tu vas donner à ton enfant là, ce que lui dit veut faire là, c'est ça il va faire. Mais le principe, c'est que toi, le parent, tu lui as donné ce qu'il fallait. Parce qu'au ciel là-bas, là, quand on va nous mettre en rang pour nous juger là, chacun devant Dieu, on dit, maman, qu'est-ce que tu as fait pour que ton fils ne devienne pas comme ça? Voilà ce que j'ai fait. Bon, passe ici. Mon petit, ta maman t'a dit ça, tu as compris ou bien tu n'as pas compris? Ah, j'ai compris, mais moi-même, j'ai fait mon choix. Donc, passe ici. Donc, il faut pouvoir dissocier les différentes responsabilités. Mais pour moi, ce que moi, j'applique chez moi ici, c'est que j'explique toujours à mes enfants. J'aime beaucoup lire le premier verset, le premier chapitre de la Genèse avec mes enfants. Donc, le jour que je devais leur parler d'homosexualité, j'ai pris ce test-là et ils ont lu. Le grand frère a lu et je lui ai demandé, on dit Adam et Ève, ils ont eu des enfants. J'ai dit, ah, Adam là, c'est qui? On dit, c'est un homme. Ève, c'est qui? C'est une femme. Là. Adam et puis Ève là, c'est ça que moi je connais. Homme et puis femme, c'est ça moi je connais. Je n'ai pas lu quelque part que Adam est parti avec un autre Adam, mais Ève allait une autre Ève. Est-ce que vous m'avez compris? Donc, c'est comme ça que moi, je les ai éduqués. Maintenant, si dans ce que moi j'ai dit là, celui qui veut aller faire autre chose, bon, moi, ma responsabilité, je l'ai déjà limitée parce que chaque être humain va rendre compte et chacun a sa responsabilité. Moi, ma responsabilité de parent, c'est de leur transmettre une tradition, c'est de leur transmettre ce que Dieu, moi, m'a transmis dans ma famille en termes d'éducation chrétienne. Donc, je leur transmets ça. C'est à eux de suivre. Maintenant, les contenus de télévision aussi, on doit faire le suivi pour ne pas que les enfants débordent et suivent. De temps en temps, on doit s'asseoir. Mais
à faire des dessins animés là. Il y a déjà des dessins animés où les parents sont homosexuels. Il y a un dessin animé, Clyde ou bien quoi là. Les parents sont homosexuels. Moi, j'ai demandé l'avis à mes enfants ici. Ils m'ont donné leur point de vue. J'étais sidérée que mais la famille des Cloud là, c'est une bonne famille. Là-bas, on communique. Les parents ne se disputent pas. Vous savez, pour passer un message, il y a beaucoup de duplicité. Il y a beaucoup de nuances. Donc, les gens vont montrer une famille où les deux hommes sont mariés là, comme une famille idéale où il n'y a pas de dispute. Donc, un enfant, quand il est là, il me dit, ah maman, mais maman, pourquoi tu me poses la question? Je dis, non, je veux juste savoir comment tu trouves ce tissu. Non, je ne vois rien. Tout ce que je vois, c'est que c'est une famille qui est unie. Hein, ils sont à l'écoute et aux besoins des Cloud, qui est leur fils. Donc, vous voyez comment est-ce qu'ils ont réussi à captiver l'attention de l'enfant pour dire que les parents, les deux parents qui sont hommes, sont mieux que nous, les parents, papa et puis maman, on est toujours en train de se chamailler là. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour ça que nous aussi, en tant que chrétiens, c'est l'exemple. Les enfants, là, ils apprennent par l'exemple. Ce n'est pas dans la bouche. C'est l'exemple que vous leur montrez à la maison. C'est ça qu'eux, ils voient. Ce n'est pas ce que vous dites. Donc, j'espère qu'on se comprend un peu. Donc, les gens vont leur montrer des choses, mais leur première référence, ça doit être nous, les parents. Maintenant, si nous ne sommes pas une bonne référence pour eux, vous comprenez. Ok, merci, madame. Moi j'ai une question. Ma question revient à la première partie de votre intervention concernant les différents types d'emplois qui dérivent de l'éducation, de la montagne de l'éducation. Et vous avez parlé, il y a un sur lequel je veux poser une question. Vous avez parlé je ne me souviens pas du thème, du nom, mais des personnes qui sont dans les écoles qui pour diriger les élèves, c'est-à-dire pouvoir leur donner des informations sur le type d'emploi, d'études qu'ils peuvent poursuivre pour leur avenir, pour les emplois qu'ils pourraient avoir plus tard. Et moi, ma question, est-ce que en Côte d'Ivoire, c'est seulement dans les écoles privées qu'on les trouve ou est-ce qu'on peut les trouver dans le public? Est-ce que si quelqu'un s'intéresse à ce genre de travail-là, il faut aller directement au ministère de l'Éducation pour s'enregistrer, pour aller travailler dans les écoles et aider ces élèves-là à se diriger vers des études appropriées, pour ne pas que tout le monde, les gens aillent, soit orientés, soit en maths physique ou bien aller faire communication, parce qu'on se dit que communication, c'est un peu glamour, on est vu, mais bon, être orienté. Comment ça se passe pour pouvoir avoir accès, pour pouvoir travailler dans ce genre de domaine? D'accord. Moi, déjà, la réponse que je vais vous donner, vous savez, pour avoir l'impact là, pour impacter le monde là, c'est-à-dire qu'on fait des choses qui sont différentes. On fait des choses qui n'entrent dans aucun ordre. C'est-à-dire que si tu commences, je prends moi mon exemple, si tu vas au ministère, on va te donner une théorie qui, le même jour là, ça va tellement te décourager que tu ne vas même plus avoir envie de faire ce truc-là. Donc, ce que moi j'ai fait, comment j'ai commencé à penser, parce que moi, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que cet amour pour l'éducation des enfants, là, c'est-à-dire qu'aller chercher le vrai fond d'un problème d'un enfant, chercher à régler son problème et puis l'aider à réussir, là, c'est venu du fait que moi-même, j'avais des difficultés quand j'étais enfant, quand j'étais à l'école, et personne ne me comprenait. Pourtant, je souffrais à l'intérieur de moi. Et donc, je me suis rendu compte que les enfants, ils ont des besoins, ils ont des difficultés, mais personne ne les comprend. Tout ce qu'on attend d'eux, c'est 15-16 de moyenne. Mais la base psychologique que l'enfant a, la souffrance qu'il a d'avoir des mauvaises notes, ou bien il y a beaucoup de choses qui se passent. Et donc, moi, ma passion, j'ai décidé d'aller dans les écoles. Donc, j'ai commencé à rencontrer les directeurs. J'allais voir les directeurs et je leur demandais la permission d'avoir accès aux enfants pour commencer à parler aux enfants. Donc, les premières choses que je faisais, c'était des sortes de conférences dans les classes. Je rentre dans les classes de terminale, troisième, je parle. Quand tu sors, les enfants même sont touchés, ils pleurent et tout ça. Et après, le comportement même des enfants là fait que les directeurs te rappellent pour dire, ah madame, vraiment, depuis que vous êtes passé ici, là, il y a un petit changement,
Les enfants maintenant se foutent, ils sont propres, leurs chaussures sont nettoyées, leurs kakis sont propres. Que vraiment, il y a quelque chose que vous leur avez donné, que nous, on veut que vous reveniez. Donc, que ce soit dans le public comme dans le privé. Même dans les écoles publiques, on m'a accueilli, on m'a accepté et j'ai donné des formations aux enfants. Maintenant, le principe là, c'est que quand tu fais ça jusqu'au moment où ça doit te donner à manger pour devenir milliardaire, là, c'est là qu'il y a problème. C'est là qu'il y a problème. Parce que les gens ne vont pas vouloir te le donner comme ça. Ils vont dire non, on va mettre ça dans le cursus national et puis on va former, tout le monde va être, mais ça ne va jamais être possible. C'est pour ça que ces initiatives-là, on commence par le privé parce que tu as fait bénévolat 1 an. Le bénévolat, c'est un coût. Tu payes le transport, tu payes les documents, tu payes les fascicules, tu payes les choses que tu distribues aux enfants, tu dépenses. Mais qui paye? Qui te rembourse? Donc, si tu as fait 1 an, 2 ans, la 3e année, tu ne peux pas. Donc, il faut une aide qui va te permettre de le faire. Donc, très souvent, c'est dans le privé que les parents vont consentir à payer un frais annexe pour qu'on puisse te reverser ça. Maintenant, au public, moi, l'expérience que j'ai, c'est que l'enseignement public n'a pas encore pris ces choses-là en compte. C'est vrai qu'actuellement, je participe à l'état général de l'éducation selon dans mes fonctions au niveau du service, que j'essaie d'insérer cet aspect-là dedans. Mais l'école publique n'a pas encore pris ça en compte. Donc, si tu vas là-bas, vraiment, c'est du bénévolat à 100%. Okay. Certains directeurs peuvent prendre sur eux dans leurs frais annexes, mais personne ne veut diminuer dans son argent qu'ils les empochent. Okay. Donc, les gens commencent dans le privé. Mais le principe aussi, c'est que tu n'es pas obligé de forcément te faire reconnaître. Le principe, c'est que si tu parles aux enfants et que les parents voient qu'il y a un changement, les parents, de façon individuelle, peuvent te solliciter et tu vas t'occuper de ces enfants-là et ça peut être rentable également. Ça peut être rentable. Moi, si un parent m'appelle pour un enfant, c'est 10 000 francs l'heure ou 15 000 francs selon le besoin. Donc, si tu as 20, 30, 40, 50 parents dans le mois, bon, tu peux te débrouiller avec ça. Donc, voilà un peu comment est-ce que je peux répondre à ce niveau-là. Donc, si dans tout ce qu'on a cité, tu te sens intéressé ou bien ton cœur te parle pour faire quelque chose, déjà, commence à développer ça. C'est-à-dire, commence à t'instruire dessus, te former dessus, connaître les tenants et les aboutissants de cette formation-là. Et puis, tu commences avec l'école même la plus proche de ton quartier. Et tu fais, tu vas voir les résultats, l'impact. Tu vas voir que c'est les directeurs qui vont se parler entre eux, ils vont te donner de directeur en directeur et tu deviens l'expert du quartier, l'expert du secteur et tu manges de ça. Vous voyez, c'est ça aussi. Pour que le royaume avance, là, on a besoin de sous. On ne peut pas faire avancer le royaume à pied. Aujourd'hui, là, on va en avion pour faire les croisades. Tu ne peux pas aller à pied pour aller faire une croisade. Donc, effectivement, il te faut de l'argent pour pouvoir développer d'autres stratégies pour évoluer aussi, faire évoluer les choses. Il te faut de l'argent pour aller dans les villages où, dans le temps normal, tu ne peux pas aller là-bas pour faire développement personnel ou bien pour faire accompagnement, aide pédagogique d'un enfant. Mais là-bas, tu vas le faire gratuit. Mais le gratuit, il a toujours un coût. Donc, il faut que des gens payent pour que tu puisses aller faire du gratuit ailleurs. Donc, c'est ça que les chrétiens ne comprennent pas. On dit non, quand on dit on est bénévole là, on ne doit rien payer. Mais si on ne paye pas, comment tu fais pour accéder aux enfants qui sont derrière, après, derrière dans l'année, entre le Libéral et la Côte d'Ivoire, qui sont là-bas, qui n'ont jamais entendu parler de ce que tu es en train de dire. Donc, voilà un peu. OK, vraiment, merci beaucoup. C'est bon à savoir. Donc, Estelle, il y a Estelle qui a levé la main. Donc, si tu veux ouvrir ton micro, s'il te plaît, et poser ta question, parce que nous tirons vers la fin maintenant. Voilà. D'accord. Merci beaucoup à la modératrice. Merci beaucoup à Madame Priska Brou, que je suis également avec beaucoup d'intérêt. Je suis particulièrement aussi touchée par tout ce qui est lié à la famille et aux enfants. Et je pense qu'en général, les personnes ont toujours une petite histoire particulière qui motive. Et moi, ce soir, j'ai 2 questions. J'ai failli dire 3, mais bon, on va dire 2. La première question, c'est par rapport à l'éducation sexuelle, justement, parce qu'on n'est pas toujours à l'aise
moi, j'essaie de le faire et j'avoue qu'avec ma dernière qui a 7 ans, j'ai beaucoup plus de mal parce que les autres ont un certain niveau de connaissance, on va dire ça comme ça, en griffe. Et du coup, comment s'assurer que ce n'est pas trop d'informations ou c'est pas trop détaillé pour l'âge de l'enfant? C'est-à-dire en tant qu'experte, parce que moi j'estime qu'elle est quand même une experte dans le domaine, à partir de quel moment, je dis ma fille est née par exemple qui a 9 ans, elle, depuis déjà l'année dernière, elle était assez sensible à tout ce qui est question sur les menstrues. Plus petite, c'était vraiment attention à tout ce qui peut être abus, pouvoir parler librement. Donc, par rapport à celle de 7 ans, j'ai un peu de mal à savoir où m'arrêter, en fait, pour ne pas que ça soit trop ou trop choquant pour elle. Ma deuxième question, c'est sur en dehors des programmes que vous dispensez de temps à autre, est-ce qu'il y a une école, parce que c'est vrai que je suis aussi intéressée par tout ce qui est psychologie de l'enfance, est-ce qu'il y a une recommandation particulière, soit via vous, soit via des collègues ou alors des circuits qui permettent d'apprendre un peu plus sur ce volet-là? Parce que comme je dis, je me sens en tout cas beaucoup plus plus proche de ce secteur-là et ça m'intéresse en tout cas de le faire, même bénévolement, parce que c'est quand même gratifiant de savoir qu'on arrive impacter, à impacter et je pense que ça a certainement un peu à voir avec ma mission de vie. Donc voilà. Merci beaucoup encore une fois. Merci. Merci, j'ai pris votre préoccupation. L'éducation sexuelle, c'est là que le bas blesse. On dit on n'est pas à l'aise. Aujourd'hui, là, nous les professionnels de l'éducation, par exemple, on définit l'adolescence chez une fille. L'adolescence commence à 8 ans chez les filles. Donc, ce n'est pas forcément que les seins sont tous sortis, qu'on est pubère, on a les poils forcément. L'adolescence commence d'abord par les hormones qu'on sécrète, commence dans le changement de mentalité. Souvent, on les voit, on dit qu'ils sont petits, mais ils sont bien développés dans les pensées. Ils connaissent beaucoup de choses que nous-mêmes, on ne connaît pas. Ou bien on connaît que nous, on pense qu'eux, ils ignorent, mais eux, ils savent. Donc, de temps en temps, il faut les tester. Vous allez voir qu'ils ont les informations que vous pensez qu'ils n'ont pas. Il faut parler aux enfants de certaines choses. Par exemple, vous parlez d'un enfant de 7 ans, 8 ans. Moi également, ma fille, mon troisième enfant, elle va avoir 9 ans cette année. Depuis l'année passée, j'ai commencé à faire son introduction sur les menstruations. Donc, je ne lui dis pas règles, je ne lui dis pas menstrue. Je lui ai fait regarder, par exemple, une vidéo, un petit dessin animé qui montre qu'à un certain âge, il y a du sang qui va sortir par le toto, par exemple. Et donc, ce sang qui va sortir là, c'est rien de grave. Hein. Une femme là, chaque mois, il y a du sang qui sort par son toto. Et quand le jour que ça va venir là, il faut informer maman. Il faut dire à maman que le sang est venu. Si ça arrive que c'est à l'école là, il faut informer la maîtresse. Et puis la maîtresse va appeler maman et puis elle va venir. Ça, c'est la première information. Un autre jour, tu prends l'autre bout encore pour dire, la dernière fois, je t'ai dit que quand il y a le sang qui sort là, est-ce que tu sais pourquoi le sang vient? Non. Est-ce que tu sais que quand on doit faire bébé là, c'est à cause du sang là que le bébé se place? Ah, maman, comment ça? Et puis, tu expliques ça dans un français facile. Parce que moi, il y a 3 ou 4 ans, la même enfant, elle avait peut-être 5 ans, elle a vu des préservatifs sur mon tiroir. Et puis, elle m'a demandé, maman, ça c'est quoi? J'ai dit, c'est des préservatifs. Mais on fait quoi avec ça? J'ai dit, quand on doit avoir des rapports sexuels, on ne veut pas contracter de maladie ou de grossesse, c'est ça on met. Et on met ça comment? Et puis son grand frère qui peut-être avait 9 ans là-bas, il dit, ah ma chérie, on appelle ça capote. Oh, capote là. Quand les parents vont ensemble, là, le papa, il porte ça. Et puis quand il finit là, il enlève, on attache le bout et puis on jette. Il dit, mais toi, tu as eu cette information. Il dit, mais ça, on a fait ça en classe avec la maîtresse, maman. Wow. Donc, il connaît ce qu'on fait avec.
Voilà, il sait ce qu'on fait. Lui aussi, il est venu me poser la question, mais maman, moi là, je suis née comment? J'ai dit non, que j'étais dans mon ventre. Et puis, quand il y avait mal en envers mon ventre, il dit non, maman, un bébé là, il sort par le vagin. Bon. Le bébé sort par le vagin. Donc, un enfant comme ça, qui est outillé, qui a les informations, il peut même passer les informations à ses frères. Donc, le principe, c'est d'utiliser un langage qui ne choque pas l'enfant. Voilà, un langage qui ne choque pas l'enfant. Mais je vous dis que les enfants ont la même dignité que les adultes. Ils comprennent les choses. C'est pas qu'ils sont enfants, on pense qu'ils sont enfants. Ils comprennent. Donc, tu commences à lui dire, tes menstrues vont venir, mais quand tu dis menstrues, là, elle ne connaît pas. Je lui dis qu'il y a du sang qui va sortir, que chaque mois, cette année, l'information que je lui donne, c'est que le sang là va venir chaque mois. Et quand ça vient là, il y a une couche, ce que tu appelles couche, après quand elle voit mes serviettes hygiéniques, elle dit que je porte couche. Ce que tu vois comme couche là, ça, c'est ça, on va mettre sous ton caleçon. C'est pour ça que je veux que tu laves tes caleçons proprement, parce que le sang là, ça va toucher ton caleçon des fois. Donc, quand on fait le sang coule là, on ne met plus caleçon dans le panier à linge, on lave soi-même. Donc, ça, j'ai commencé à lui donner ces informations parce que, bon, à 9 ans, elle a commencé à avoir les seins. C'est clair que l'année prochaine ou l'année prochaine, ça va venir. Donc, je commence à lui donner au fur et à mesure les informations. Le jour ça vient, c'est que quand ça est là, on ne met plus caleçon dans le panier à linge. Il doit avoir une serviette hygiénique. Et puis, ce n'est pas une maladie. Même si ça l'a sali, que ses amis se sont moqués d'elle, on n'a qu'à informer la maîtresse. La maîtresse va appeler maman ou bien on va faire venir la nounou pour la récupérer pour que psychologiquement, elle soit préparée à ça. Maintenant, quand ça arrive, il y a un autre type d'information. Là, maintenant, c'est un fait, c'est une réalité. Il y a un autre type d'information qu'on lui donne. Ça marche, merci beaucoup. Comment s'assurer du contenu de l'information? Donc, c'est ce que je viens de dire là. On donne un peu. On donne un peu. Actuellement, vous savez qu'elle a peut-être 1 an ou 2 ans. On donne un peu. Chaque année, on donne un peu jusqu'à... C'est des petites informations qui donnent un tout. Maintenant, le programme de formation, d'éducation des enfants, moi, j'ai occupé une position où j'ai fait ça, mais ça, c'était un projet national. Donc, j'ai formé ce qu'on appelait des mentors, des enseignants sur tout l'étendue du territoire. Donc, ça, j'ai tous les modules que je peux former quelqu'un, je peux transmettre ça à quelqu'un, que la personne aussi puisse prendre ça comme activité. J'ai d'autres confrères aussi à l'association des coachs professionnels également qui ont des compétences sur l'éducation des enfants et tout ça, avec qui ont aussi leur spécificité parce que c'est ça aussi. Chacun a son domaine, mais il y en a qui sont beaucoup plus pointueux sur un aspect par rapport à un autre. Donc, au besoin, vous pouvez prendre mon contact avec Madame Yaba et puis voir comment est-ce qu'on pourrait programmer quelque chose pour vous. D'accord, merci. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Parce que je ne vois plus de main levée. Il ne faut plus avoir question, j'ai faim. Oui, il est quoi? Il est 21h, il est 22h moins à Abidjan. 22h, j'ai faim. 22h moins à Abidjan, ok. Donc vraiment, bon, milliardaire, cher milliardaire, notre invité a faim et puis il se fait tard parce que tout le monde n'a pas le même fuseau horaire. Donc, il se fait tard aussi, effectivement. Donc, nous allons remercier la milliardaire Betty s'était connectée, mais je crois qu'elle s'est déconnectée. Je l'ai cherché tout à l'heure, je ne l'ai pas vue. Donc, vraiment, merci, Madame Priska. Merci pour votre intervention. Nous allons prendre vos contacts avec Madame Yaba pour vous contacter pour encore plus pour nous qui sommes vraiment intéressés. Moi, je suis vraiment intéressée. Je connais quelqu'un, j'ai une amie qui est professeur, qui est professeur ici, qui sera très intéressée et nous allons vous contacter pour encore plus d'informations. Voilà. Donc, cher milliardaire, vraiment, OK. Milliardaire Betty, si tu veux dire quelque chose avant qu'on se sépare, je vois que tu viens de te connecter. Si tu as quelque chose à dire avant qu'on se sépare.
Donc, voilà. Donc, vraiment, merci. Merci beaucoup pour cette soirée, tout ce que nous avons appris. Il y a beaucoup de choses à faire dans nos communautés que vraiment, pour amener Christ, pour amener tous ces enfants et nous-mêmes et les personnes qui sont autour de nous à Christ. Vraiment, nous avons appris encore et nous bénissons le Seigneur pour cette soirée-là. Donc, vraiment, merci encore, Madame Priska, et puis excellente nuit, bon appétit. Et puis, vraiment, bonne nuit à tout le monde. Merci beaucoup, merci. Merci. Au revoir. Bonne soirée, bye bye. Bye.